CERAP, honorables invités, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les parents d'étudiants, mesdames et messieurs les étudiants. Avant tout propos, je voudrais d'abord remercier les autorités du CERAP pour l'honneur qu'ils me font de m'inviter à animer la leçon inaugurale de cette rentrée. Je trouve que c'est un très grand honneur pour moi. Et deuxièmement aussi, les remercier parce qu'ils nous permettent aussi, à nous, ENA, de pouvoir parler à un public qui sera certainement nos clients. Et donc, sur ce, je vais dire ma conférence inaugurale, c'est ça? La leçon inaugurale. Je n'ai pas eu de consigne de temps. Je pense que je peux prendre le temps nécessaire. 3 heures, c'est bon. 1 heure. 1 heure. Ok, c'est bon. Bien. Je pense aussi que j'avais voulu faire une présentation PowerPoint, mais je n'ai pas prévenu à l'avance, donc je ferai une présentation traditionnelle. Alors aujourd'hui, le devoir qui me compte, c'est de parler de la bonne gouvernance et de la redevabilité en Afrique. C'est un thème qui me passionne beaucoup, que j'affectionne. Et j'ai déjà fait plusieurs communications là-dessus. Et je crois d'ailleurs que c'est pour ça, ici même au CERAP, avec la Convention de la société civile. Et je crois que c'est ce qui me vaut aujourd'hui l'honneur de venir en faire la leçon inaugurale. En effet, en 2000, par la déclaration du millénaire, les États riches et les États pauvres se sont engagés à faire de leur mieux pour éradiquer la pauvreté, défendre la dignité humaine, assurer la durabilité des ressources environnementales. Et de cette déclaration résultent les objectifs du millénaire qui engagent les pays du monde entier à redoubler d'efforts pour, premièrement, faire disparaître la pauvreté, l'extrême pauvreté, garantir à tous une éducation primaire, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité des enfants, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH/SIDA et d'autres maladies comme le paludisme, assurer la durabilité des ressources environnementales, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Je crois que vous l'avez bien défini, ce sont les objectifs du millénaire. La condition de succès de ces objectifs dépend fortement de la gouvernance mise en place à l'échelle nationale, c'est-à-dire la forme de délivrance des biens et services publics. Le défi ici, c'est l'amélioration des services aux pauvres. Or, le rapport sur le développement mondial 2004 a fait état d'une large dégradation de la situation des pauvres, du coût excessif de l'accès aux services publics et donc par conséquent la mauvaise qualité des services, les dysfonctionnements dans les services, l'absence d'évaluation des services. Tout ceci a fini par entamer le crédit que les populations avaient en leur gouvernement. Force est donc de constater qu'il existe un déficit de communication entre les fournisseurs de services publics que sont les pouvoirs publics et les agents publics et les usagers d'une part et entre les élus et ceux qui sont censés servir d'autre part. Les populations éprouvent de plus en plus du doute et du ressentiment envers leurs dirigeants et envers l'administration en général. Or, aucune société ne saurait fonctionner efficacement si les populations ne croient ni en la société, en la capacité des dirigeants à résoudre leurs problèmes,
ni au projet de société conçu pour eux. Alors, que faut-il faire pour redonner confiance aux citoyens dans leurs institutions? Comment les impliquer dans les actions de développement initiées par les gouvernements? Toujours selon le rapport 2004, ces échecs sont dus à un manque de redevabilité sociale. Le mot est lâché. Qu'est-ce que la redevabilité sociale? Quels sont les freins à sa promotion en Afrique? Comment introduire dans la gouvernance de nos pays cet outil d'amélioration de la gestion publique? En quoi est-ce qu'elle influence la qualité de la gouvernance? Quels sont les points que je vais développer avec votre permission? Et ensuite, je serai disponible pour toutes les questions. La redevabilité, c'est l'obligation pour les détenteurs du pouvoir de rendre compte de leurs actions. Voyez-vous, on dit bien les agents publics. Être un agent, c'est agir pour le compte de quelqu'un. Donc si vous êtes un agent public, vous agissez pour le compte des populations. Donc les agents publics, selon la redevabilité, ont l'obligation de rendre compte aux populations de toute leur mission, de leurs actions, de leur comportement. Quant à la redevabilité sociale, elle résulte d'une approche de la responsabilisation fondée sur l'engagement citoyen. La redevabilité est présentée comme un processus proactif par lequel les agents publics divulguent et justifient leur plan d'action, leur comportement et leurs résultats et sont évalués en conséquence. Donc, les citoyens doivent demander des comptes au pouvoir public. Donc, la redevabilité sociale est donc un mixte d'obligations. Obligation aux responsables politiques et administratifs de rendre compte à la population de la gestion publique et obligation aux citoyens ordinaires d'exiger des comptes de la part des responsables politiques et administratifs. La Banque mondiale a défini donc la redevabilité sociale comme une approche de la construction de la redevabilité gouvernementale qui repose sur l'engagement civique, autrement dit, dans laquelle les citoyens ordinaires et ou les institutions de la société civile participent directement ou indirectement à cette exigence. La redevabilité sociale, alors, tente de mettre à contribution l'énergie sociale pour renforcer l'obligation des gouvernants à rendre compte à leurs concitoyens. La redevabilité n'est pas un concept importé en Afrique. Dans la tradition africaine, rendre compte est une obligation. C'était un point d'honneur. Je ne dis pas à l'Afrique traditionnelle parce que je ne sais pas si elle est traditionnelle par rapport à aujourd'hui, puisque nous avons encore la survivance de cette Afrique dans nos comportements. Donc, dans la tradition africaine, c'était un point d'honneur pour le chef de rendre compte à la communauté qu'il dirige. Je prends pour cela la tradition mandée au Mali, en exemple. Le chef devrait pouvoir rendre compte de toutes ses actions et de tout ce qu'il entreprenait pour le compte de la communauté. Et la communauté également était censée donner des comptes aussi au chef. Parce qu'il y a des missions qui sont confiées à certaines personnes pour le compte de la communauté et ces personnes devraient aussi informer le chef, rendre compte au chef. Donc c'était une relation mutuelle de rendre compte.
Si bien que lorsqu'il y a eu le coup d'État au Mali, le coup d'État de 1968 qui a fait partie le président Modibo Keïta, les populations étaient surprises et elles ont très mal réagi parce qu'elles pensaient que les militaires seraient venus leur donner des informations, seraient venus leur rendre compte de ce que, des raisons qui les ont poussés à renverser le président Modibo Keïta, mais les militaires ne l'ont pas fait. Et puisque les militaires ne l'ont pas fait, la population aussi a considéré que les militaires manquent de considération à leur égard, et donc tout ce qui se fait au niveau de l'État, la population ne s'en mêle pas. On peut même le constater de plus en plus quand il y a des coups d'État dans nos pays ou quand il y a des crises importantes dans nos pays, les populations se sentent moins concernées. L'esprit de la population, c'est qu'ils finissent de se battre, que nous puissions manger, que nous puissions envoyer nos enfants à l'école, à l'hôpital, et puis c'est tout. Ce qu'ils font là-haut, ça les regarde. Nous, nous sommes en bas, nous avons notre vie. Parce que justement, la redevabilité est une valeur africaine où lorsque vous posez un acte, vous devrez pouvoir justifier cet acte. Je prends un autre exemple. Dans la communauté Akan, il y a des biens publics. Par exemple, on dit l'or, c'est l'or de la famille. Et le détenteur de cet or n'a pas le droit de s'en approprier. On dit même que s'il s'en approprie, il aura une malédiction sur je ne sais plus combien de générations. Et donc, si jamais il en avait touché pour faire quelque chose, il doit venir rendre compte de sa gestion à la famille ou alors à la communauté ou ainsi de suite. Ça se fait encore. Donc la redevabilité, je voudrais dire qu'elle n'est pas un concept abstrait qui vient encore de l'Occident, mais je sais que l'Occident l'a amélioré pour qu'aujourd'hui nous puissions l'utiliser. Alors, cette redevabilité, qu'est-ce qui peut bien la freiner ou freiner sa promotion ici en Afrique aujourd'hui? D'abord, il y a le sens de la responsabilité. Peut-on gérer un bien public sans être responsable? C'est une question que je pose. Les gens savent-ils que le bien public est un bien commun sur lequel chaque individu a une responsabilité quant à sa préservation? Je prends un exemple, nous le constatons souvent. Nos routes sont bien faites et puis un jour nous voyons des gens qui cassent soi-disant pour installer des fils, pour faire passer des canaux et puis ensuite c'est terminé. On ne repart pas, la route reste ainsi et puis elle se dégrade. Mais combien parmi nous avons considéré que cette route-là nous appartient chacun et qu'il est de notre responsabilité de pouvoir demander mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez le faire et tout? Non. Donc cette responsabilité est importante. La responsabilité politique. Les politiques sont responsables de quoi? Quand ils gèrent, de quoi est-ce qu'ils sont responsables et de quoi doivent-ils répondre? La responsabilité managériale, je pourrais dire la responsabilité peut-être administrative. Dans la responsabilité administrative, qu'est-ce que le fonctionnaire a comme responsabilité? Est-ce qu'il pense qu'il rend service à des gens ou bien qu'il est au service des populations? Parce que si les populations n'ont pas besoin de ce service, son poste ne serait pas créé. Est-ce que les fonctionnaires ont ce niveau de responsabilité? Donc d'abord, le premier frein, c'est le sens de la responsabilité que nous nous donnons par rapport à la gestion des affaires publiques, que ce soit les citoyens ordinaires, les politiques, les agents publics, toute personne vivant sur un territoire. Le deuxième point,
c'est l'acceptation de la transparence dans la gestion publique. En effet, ceci est un grand frein. Pourquoi? Je voudrais essayer, peut-être sous le contrôle de tout le monde, parce que je ne détiens pas la vérité. Je voudrais essayer de dire que culturellement, nous ne faisons pas beaucoup la promotion de la transparence. C'est vrai que la redevabilité, on doit rendre des comptes, mais dans la gestion en Afrique, seuls les initiés sont informés de certaines choses. Si vous n'êtes pas initié, si vous ne faites pas partie d'une certaine catégorie, vous n'avez pas le droit d'en connaître. Et ceci grève énormément l'obligation de transparence que nous avons. Et puis également, la transparence fait que on se dit, c'est pas tout qu'on dit devant les enfants. Bon, entendez par enfant les personnes qui n'ont pas le droit d'en savoir. Et donc, même lorsqu'il y a un dérapage, un scandale, quelque chose, on se dira, réglons ça ici. Il ne faut pas que ça aille plus loin. Ça se constate partout. Si par exemple il y a un grave problème dans la famille, je peux prendre une situation choquante. Il y a par exemple un cas d'inceste dans la famille. On va dire qu'il ne faut pas que les autres sachent que ça s'est passé ici. Réglons ça comme nous pouvons. Et dans la tradition, lorsqu'il y avait des peuples qui avaient beaucoup de conflits entre eux, ils préféraient conserver ce caractère pour eux. Parce que si les peuples voisins savaient qu'ils entretiennent trop de conflits, ils ne leur permettraient pas de se marier ni avec leur fille, ni avec leur fils. Donc il y a cette tendance à avoir du secret sur la gestion des choses publiques. Donc ça aussi, c'est un frein par rapport à la redevabilité. Parce que la redevabilité exige une transparence dans les informations à fournir aux citoyens. Troisième point, c'est l'organisation même des mécanismes de la redevabilité sociale et leur mise en œuvre. Qui doit rendre compte à qui? Est-ce que c'est le président de la République qui vient nous rendre compte à la télévision? Est-ce que c'est la directrice de l'ENA qui vient rendre compte à ses élèves ou aux populations? Comment ça se fait? À qui les détenteurs du pouvoir doivent-ils rendre compte? Un individu peut-il dénoncer un mauvais comportement auprès de qui et selon quelle procédure? Tout ceci sont des freins. Un autre frein, c'est la langue de communication. Elle est également un frein à la mise en œuvre de la redevabilité sociale. En Côte d'Ivoire, notre langue de communication officielle, c'est le français. Combien de personnes parlent le français et peuvent comprendre la complexité des discours des gestionnaires publics? Comment associer le peuple au débat, aux prises de décisions concernant leur quotidien? Imaginez-vous la directrice de l'ENA qui va expliquer à la campagne comment les parents peuvent envoyer leurs enfants à l'ENA et tout, avec un niveau d'expression comme celui que j'ai maintenant. Ils ne comprendraient rien. Donc la langue est un frein. Le niveau de compréhension et le niveau d'instruction sont des freins. Voici des freins objectifs qui sont des difficultés à dépasser pour pouvoir exercer la redevabilité.
Après les freins, nous n'allons pas rester là parce que ça nous déprimerait de dire mais enfin, cette redevabilité, comment va-t-elle s'appliquer? Il y a des stratégies d'application de la redevabilité sociale. Nous allons penser à plusieurs stratégies. D'abord, l'éducation à la citoyenneté par une prise en compte sérieuse de l'instruction civique. Je me souviens, quand on était à l'école primaire et jusqu'au premier cycle du secondaire, nous faisions l'instruction civique. Et je me rappelle toujours que dans l'instruction civique, je ne sais pas si ça faisait partie, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris, je ne sais plus en quelle classe de l'école primaire. On nous disait, quand on voit plus âgé que soi, on lui dit bonjour d'abord. On n'attend pas qu'il vous dise bonjour et on croise les bras. Et donc, dès qu'on voyait le maître, on croisait les bras. Bonjour monsieur. Ah, bonjour les enfants, ça va? Et puis, nous y allons. Mais ce sont des valeurs qui sont restées jusque maintenant. Mais si les gens ne l'apprennent pas, comment voulez-vous que cette valeur soit exercée? Soit dit en passant, c'est une valeur minime peut-être. La formation des masses. Il faut la formation des masses. Il faut la sensibilisation des masses. Parce que c'est très déterminant. Les populations ici, et même nous-mêmes, ne savons même pas toujours nos droits fondamentaux. Nous ne savons même pas nous opposer à certains abus. Je voudrais citer un exemple. Un après-midi, j'étais au bureau et la consultante déléguée auprès de la directrice générale de l'ENA, donc quelqu'un qui travaille avec moi, m'appelle au téléphone, alarmée. Ah, j'ai des problèmes, qu'est-ce qui se passe? La CIE est venue, elle dit que j'ai fait un branchement direct, que je dois payer 600 000 francs, sinon on m'enlève tout. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Elle dit, je ne comprends pas, ils sont venus, ils ont regardé, ils disent que je dois leur payer 600 000 francs, sinon on va au tribunal, ça va au pénal. Je dis, oui, dis-leur que tu veux ce contentieux. Parce que c'est eux seuls qui ont dit, qui sont venus vérifier et qui ont dit que tu as un branchement direct. Toi, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, dis-leur que tu veux un contentieux. Elle dit, mais écoute, même pas, je dis, dis-leur que tu veux un contentieux. Elle a raccroché. 30 minutes plus tard, je la rappelle. Alors, comment ça se passe? Elle dit, je leur ai dit que je veux un contentieux. Je dis, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que dans ce cas, j'ai qu'à aller voir la NARI. Je dis, ben voilà. Donc, ils suspendent toutes les menaces. Elle dit oui. Je dis, voilà, va voir la NARI. Elle est partie voir les autorités de la NARI elle a expliqué sa situation. Ils ont appelé des responsables. Et le lendemain, à 18h, elle recevait 2 inspecteurs de la CIE pour venir présenter leurs excuses. Mais elle était prête à enlever son chéquier, à signer. Je dis, ils ne peuvent pas te suspendre l'électricité parce que tu as des enfants, ils le font, tu leur colles un procès. Mais vous voyez, mais leur coller, même moi-même qui lui dis ça, je ne sais pas comment je peux leur coller un procès. Je ne sais pas comment les procès vont se faire. Mais je me dis que c'est un droit. Donc elle commence. Jusque-là, le contentieux continue. Elle n'est plus du tout stressée. Elle vient travailler. Ça se passe entre 2 organisations. Donc nous ne savons pas nos droits fondamentaux. C'est important. Si nous ne les savons pas, comment est-ce que nous pouvons exiger une redevabilité? Le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes est nécessaire. Les agents publics en premier, on doit pouvoir les sensibiliser à la redevabilité. On doit pouvoir les enseigner à la redevabilité.
on doit pouvoir évaluer leur capacité de la redevabilité. Les législateurs aussi. Et j'ai fait déjà une communication devant un groupe de députés qui étaient étonnés de savoir que c'était possible pour eux. Pourtant, ils sont responsables du contrôle législatif de l'action publique. Ils ont dit, ah ça c'est un terme, je venais à l'Assemblée pour nous parler de tout. J'ai dit non, non, le roi, je reste à l'ENA. Si vous voulez, venez à l'ENA, mais moi je ne vais pas à l'Assemblée. Les médias, c'est vrai que les médias aujourd'hui essaient de faire ce travail, mais je sais aussi que beaucoup parmi nous me diront, oui, ils prêchent pour des chapelles. C'est aussi vrai. La société civile devrait être aussi sensibilisée et ses capacités devraient être renforcées pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de contrôle citoyen de l'action publique. Les leaders d'opinion également. Il faut faire correspondre les normes officielles et le comportement réel des agents publics. Je m'explique sur cela. Il y a des normes officielles dans nos administrations. Mais à côté de ces normes officielles, il y a des comportements que les agents ont. Et c'est comme si on avait une juxtaposition de deux normes, effectivement. Il y a les normes pratiques et il y a les normes officielles. Donc les comportements que nous voyons de certains fonctionnaires, comme la corruption, comme par exemple rabrouiller des personnes qui viennent pour demander des services qui leur sont dus, etc., ne sont pas de simples cas de défiance. Ce sont des comportements qui répondent à une pratique, mais une pratique souterraine. Donc il faudrait pouvoir étudier cette pratique souterraine pour pouvoir la désamorcer. Dans la redevabilité, on dit qu'il faut sanction-récompense. Sanction-récompense, ceux qui sont habitués aux grandes corruptions, les récompenses ne leur font absolument rien. Parce que la récompense, c'est quoi? C'est avoir une médaille. C'est de dire que vous êtes le champion du travail bien fait. C'est dire, ah, c'est à vous là. Pareil, c'est vous qui travaillez bien. Continuez. Et puis, eux, ils continuent aussi. Donc, il faudrait vraiment entrer en profondeur pour comprendre ce qui se passe. Et entrer en profondeur, c'est par exemple de savoir est-ce que ces agents publics eux-mêmes sont bien traités? Est-ce que ces agents publics ont eux-mêmes de meilleures conditions de travail? Est-ce que ces agents publics eux-mêmes comprennent toujours les missions qu'on leur confie? Donc, le débat est ouvert. Les réformes, parce que les réformes, c'est aussi une action qui encourage la redevabilité. Les réformes méritent d'être repensées. Pourquoi? Parce que généralement, les réformes dans nos services publics sont impulsées par les bailleurs de fonds. Et ces réformes impulsées ont montré leur inefficacité. Parce que de gros sous ont été mis dans ces réformes, mais elles ont produit très peu de résultats. Aucune réforme ne peut avoir d'efficacité si elle n'est pas d'abord et avant tout le produit d'une dynamique interne aux sociétés. Mais pour ça, en plus des réformateurs extérieurs qui sont les partenaires au développement et les bailleurs de fonds, des formateurs de l'intérieur doivent être identifiés. Les réformateurs de l'intérieur, ce sont les nationaux, ce sont les locaux, mais qui ont montré un certain comportement éthique par rapport à une pratique administrative. Donc ce sont des personnes qui ont été rigoureuses, ce sont des personnes qui n'ont pas voulu se tromper dans des situations, etc. Donc ces champions doivent être
identifiés. Il est vrai que le coût social pour ces réformateurs de l'intérieur est très élevé. Parce que lorsque vous ne voulez pas vous mettre dans le système, ou comme on le dit, dans le contexte, vous avez la désapprobation, alors là, la désapprobation farouche de tout votre entourage. Vous avez l'hostilité couverte de vos collègues, parce que vous voulez dire que vous ne prenez pas ça. C'est vous qui êtes la poche de moralité, donc vous, alors franchement, on ne vous ratera pas. Il y aura des pressions familiales. Parce qu'en même temps que tout le monde souffre du fait que la corruption épuise tout le monde, mais en même temps, lorsqu'on a quelqu'un de bien placé dans le système, on souhaite avoir des prébendes de ce système via cette personne. Alors donc, des personnes qui sont comme ça, c'est très difficile. J'ai un autre exemple. J'ai un ami qui est directeur à la Direction Générale des Impôts. Et un jour, il va au village pour voir sa mère. Il arrive, sa mère, il dit qu'il la trouve triste et tout. Il discute avec elle et tout. Bon, le soir, il dit, mais je ne comprends pas, tu n'es pas très contente de me voir, il y a un problème, peut-être qu'il y a quelque chose que tu me reproches. Elle dit, non, je suis fatiguée. Il dit, mais fatiguée, comment ça? Il dit, non, tu es fatiguée parce qu'entre-temps, ce directeur a 2 cousins à la Direction Générale des Impôts. Je suis fatiguée. Toi-même, on dit que toi, tu es plus grand que tes 2 cousins. Regarde leur maison. Regarde ce qu'ils ont fait. Et moi, comment je suis. C'est pour ça que je suis fatiguée. C'est clair. Comment 2, parce que ces 2-là n'étaient que des contrôleurs. Pour ceux qui connaissent la hiérarchie administrative, il y a le contrôleur, il y a l'inspecteur et il y a l'administrateur. Mon ami, il est administrateur et donc même directeur d'administration centrale. Donc, bien évidemment, très bien placé quand même, pour qu'on sente un peu les signes extérieurs de richesse sur lui. Ce qu'il ne montre pas. Il ne refait pas la maison de sa mère. Il ne vient pas avec des voitures rutilantes. Donc, pression familiale. Tu fais quoi là-bas? Tu quittes là-bas, tu fais quoi? Donc ces personnes doivent être identifiées et peut-être mises en réseau pour leur accorder du soutien parce qu'elles finiront par se décourager et par ne plus rien faire, peut-être même par tomber dans les travers. Et dans ces réformateurs de l'intérieur, je pense que c'est une stratégie de pouvoir les repérer et de pouvoir en faire des exemples, des modèles pour d'autres afin de continuer. Donc voici les quelques stratégies, il y en a d'autres, il y en a beaucoup, mais je m'arrête sur celle-là, qui pourraient faire la promotion et la mise en œuvre effective de la redevabilité sociale dans notre gouvernance. Maintenant, je voudrais vous parler de l'influence de la redevabilité sociale sur la qualité de la gouvernance. La gouvernance formulée en termes de bonne gestion administrative par la Banque mondiale est définie comme la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales. La gouvernance est donc un processus par lequel des sociétés gèrent leurs affaires publiques en stimulant et en structurant un consensus normatif selon des règles basées sur le sens du bénéfice mutuel ou réciproque. Plus simplement, la gouvernance, c'est une forme de participation de toutes les parties prenantes dans le processus de décision afin que chacun se soit exprimé, que chacun ait compris ce qu'il voulait dire et qu'il soit plus ou moins, pas toujours, plus ou moins satisfait que ses intérêts aient été pris en compte. La redevabilité sociale permet d'exercer
une forme de pression sur les pouvoirs publics pour obtenir un cadre légal qui serait la résultante d'une ou plusieurs concertations qui seraient fondées sur le bénéfice mutuel dans la gestion des affaires publiques. En effet, dans l'Afrique précoloniale, le système de gestion des affaires publiques était fondé sur la concertation, c'est-à-dire sur la participation de toutes les couches sociales à la prise de décision qui va s'imposer à tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, on tente de le faire, mais on ne l'a pas encore bien réussi, d'où la redevabilité. De nombreux exemples peuvent être cités à ce propos, c'est-à-dire ce que la redevabilité a permis d'améliorer la gouvernance. Le premier exemple, c'est le budget participatif à Porto Alegre au Brésil. Alors, dans cette ville, le Parti travailleur avait remporté les élections municipales et ils ont décidé de faire de la gestion populaire, donc de demander à la population qu'est-ce qu'elle pense comme priorité à gérer pour leur bien-être. Et donc, une chaîne de consultation a été mise en place. Il y avait d'abord les conseils municipaux, ensuite les conseils de quartier, les conseils par rapport aux groupements religieux, les conseils par rapport aux jeunes. En tout cas, chacun a dit quelle était la priorité et tout ceci est remonté pour construire le budget pour que chacun se sente pris en compte dans ce budget. Alors, le résultat, c'est qu'entre 1989 et 1996, le nombre de ménages ayant accès à l'eau est passé de 80% à 98%. Puisque les populations, lorsqu'on leur a demandé, elles ont dit c'est l'accès à l'eau potable. Et si je suis maire, que je ne demande pas aux populations, que je me dis il faut que ma commune soit la plus belle, que je mette du bitume partout, vous avez fait, c'est pour vous. Mais moi, je n'ai pas d'eau à boire. Je suis obligée de me lever à 4 h du matin pour aller chercher l'eau. C'était ça ma priorité. Mais comme le maire, c'est ce qu'il va faire. Ok, la population ne se sent pas du tout concernée par ce genre de projet. Le nombre d'enfants scolarisés dans le public a doublé. Les recettes des impôts ont augmenté de près de 50% car la transparence accrue incite au paiement. Si je sais où va mon argent, je paierai. Mais si mon argent tombe dans un trou sans fond, moi aussi je vais faire en sorte que je ne paye jamais. Donc le budget participatif a aidé à équilibrer les revenus et les dépenses. Aujourd'hui, plus de 80 villes brésiliennes suivent désormais le modèle de Porto Alegre. Il en est de même aussi pour la révision participative du budget au Gujarat en Inde. Ce sont des informations que je tiens de la Banque mondiale. Eux aussi, c'était une participation de la population et même une évaluation de la population après exécution de ce qu'ils avaient ensemble convenu. Donc les résultats, c'est qu'il y a eu la location et la libération des fonds pour les secteurs prioritaires. Les erreurs comptables ou autres ont été décelées et cette année, environ 600 ont été décelées par les membres du corps législatif parce qu'ils avaient été bien formés et ils savaient que là, non, c'est pas comme ça, c'est plutôt comme ci. Les médias ont publicisé les résultats. La circulation de l'information entre les ministères est devenue plus fluide. Donc, le modèle du Gujarat est appliqué dans 12 autres États indiens. Le budget national est désormais analysé par le service d'analyse et d'information budgétaire populaire. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est des choses qui sont possibles.
il faut les vouloir. L'exemple de l'étude de suivi des dépenses publiques en Ouganda. En Ouganda, en 1996, lorsque le président Yoweri Museveni a été élu et très massivement, il a voulu récompenser les populations et il a décrété de la scolarisation gratuite dans les niveaux primaires. Et donc, beaucoup d'argent a été débloqué pour réaliser cet objectif, mais après 3 années de fonctionnement, on s'est rendu compte que les écoles, les élèves bénéficiaires n'avaient reçu que 13% de tout l'argent débloqué. Les 87 autres pourcents volatilisés. Alors, le président, après cette étude avec son gouvernement, ont décidé de lancer une campagne d'information de masse. Donc, ils ont requis les journaux et les radios pour qu'elles publient les données relatives au transfert mensuel des bourses d'études au district. C'est-à-dire, dès que vous êtes l'école primaire publique de la Cité des Arts, vous avez reçu 150 000 francs pour les élèves là-bas. La radio dit que l'école primaire publique a reçu 150 000 et il était fait obligation aux responsables des écoles primaires et des districts d'afficher les notices concernant toute nouvelle arrivée de fonds. Donc les parents savaient qu'il y avait 150 000 francs qui étaient là et voilà que chaque enfant devait bénéficier de 5 000. Au moins, ils savent que les 5 000 sont arrivés effectivement chez eux. S'ils n'ont pas les 5 000, ils diront, ils pourront s'organiser pour dire que dans cette école, nous n'avons pas reçu ça. Et le directeur de cette école lui-même peut dire aussi, moi, je devais avoir 150 000, je n'ai pas reçu 150 000. Le district également, ainsi de suite. Et donc, les résultats de cette campagne, qui n'était pas chère, mais qui était très pratique, a fait que la scolarisation dans le primaire est passée de 3,6 millions à 6,9 millions entre 1996 et 2001. Le pourcentage des fonds atteignant vraiment les écoles est passé de 20% à 80%, parce qu'il y a quand même 20% qui vont partir. On va pas arriver à 100%, mais c'est déjà nettement mieux, parce que c'est un changement à 180 degrés. Donc, la redevabilité a des bénéfices potentiels. Ces bénéfices sont une gouvernance améliorée, la réduction de la pauvreté, l'expression des citoyens, une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques, la diminution de la corruption, la confiance dans les institutions publiques est renforcée. En conclusion, j'aimerais dire que la redevabilité sociale est un outil indispensable à l'instauration et à la promotion de la bonne gouvernance dans les pays africains. Cependant, sa mise en œuvre est jalonnée de difficultés et de risques importants. Loin d'être la solution, elle est une piste à explorer pour une meilleure gestion des affaires publiques. Je vous remercie.